Bonjour. Bonjour, ça va? Enchanté. Bonjour. Enchanté. 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 Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Enchanté. Est-ce que vous désirez recevoir les règlements en français à mon avis? Français, ça va être en français. Parfait. Donc, tout d'abord, bienvenue au cas de commerce international. Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 12, 7 et 2 dernières minutes restantes ainsi que les 30 dernières secondes. Je ferai le décompte pour les 10 dernières secondes à l'aide de demi-deux mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 24 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions est d'une durée maximale de 4 minutes à la fin de la présentation qui sera allouée au jury. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Cela signifie que les équipes peuvent présenter sans se soucier d'être interrompues par les juges. Lors des 10 minutes suivantes, les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Pendant cette période, le faisceau lumineux sera allumé. Je me retrouve sur la première table. Le juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant déjà été traité ou un sujet qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront donc être abordées à la fin, durant la période de questions. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure et sont à l'abri de questions des juges. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université, à risque d'être disqualifié. Je laisse maintenant les juges se nommer et vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Madame, est-ce que ce serait possible de voir les cartons de temps? 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Parfait, merci. Benoît Papillon, présent. Jérôme Lapalé, entrepreneur. Marc Paquin, vice-président de développement des affaires au port de Trois-Rivières. Caroline Gauthier, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. Mathieu Gauthier, coordonnateur en développement des affaires au port de Trois-Rivières. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on voulait d'abord vous remercier pour le mandat que vous avez offert. Pour nous, c'est très important de regarder les meilleures solutions pour vous, puis de vous montrer le meilleur chemin possible. On est convaincus de ce qu'on a travaillé, sur ce qu'on a travaillé, et puis on est certain qu'on peut vous apporter des bonnes pistes de solutions avec, de manière structurée pour pouvoir vraiment vous offrir différents chemins. Et puis, d'entrée de jeu, j'aimerais vous présenter mon équipe. Madame Chloé Blé-Larouche, Madame Élise Bourdet, et puis moi-même, Anne-Marie Fortin. Donc, vous savez très bien que lorsque vous débarquez un projet, et on a besoin de bien visualiser les choses, de bien mettre les choses en avant. Et puis, également, de prendre chaque petite chose en considération. C'est ça qu'on a fait pour vous. Donc, j'ai laissé Mme Chloé vous donner un peu notre ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par clarifier le mandat que vous nous avez donné. Ensuite, nous allons parler un peu du marché portuaire pour pouvoir ensuite positionner le port de Trois-Rivières parmi ceux-ci et savoir où il se situe, ses avantages. Nous allons ensuite parler de Trois-Rivières et la granule du bois, car c'était ça le projet que vous avez envisagé. Nous allons analyser tout ça, le marché de la granule, et ensuite nous allons vous montrer la planification du plan que nous avons monté pour vous et faire la recommandation, nos recommandations. Notre mandat, le programme que nous avons monté, nous avons essayé, nous avons respecté le programme CAP 20 sur 2020, qui était dans le fond d'agrandir la capacité du port de Trois-Rivières. Et selon le gouvernement, qui donne au port des indications que nous devions suivre, c'est-à-dire de maximiser les retombées régionales, de faire du commerce international et national, de minimiser l'impact environnemental et de respecter la capacité financière du port pour qu'il soit autonome financièrement. Donc,
Comme l'a précisé ma collègue, nous savons qu'il est important, avant de faire des projets, d'analyser correctement la situation. Nous avons commencé par l'analyse de la situation sur le marché portuaire. Donc à l'ère de la mondialisation, nous savons combien les échanges internationaux sont importants. Et parmi ces échanges internationaux, on peut percevoir qu'actuellement, c'est le marché des transports maritimes qui est le plus important parmi tous, puisqu'en 2012, il représentait 8,7 milliards de tonnes, soit 90% des échanges mondiaux. Et ceci représentait un chiffre d'affaires de 1500 milliards d'euros. C'est un marché qui est en croissance et qui a pour avantage le coût qui est moins coûteux que les autres transports actuels. Pour ce qui est du port de Trois-Rivières, à travers tout cela, on sait que c'est un axe majeur de transport en Amérique du Nord. Il est très bien situé sur le fleuve Saint-Laurent. Il est parmi les 3 sur 28 ports les mieux positionnés dans l'est du Canada. Il y a 3,3 millions de tonnes qui ont été transitées à ce port-là en 2012. Il y en a 70% qui étaient internationales, donc on voit que la marchandise qui va au port se rend à l'international. Sur le programme que je parlais tantôt, dans le fond, CAP sur 2020, il y en a 52% encore qui est à compléter, car il y a juste la phase 1 qui est faite. Et pour le moment, il y a 15 à 20 000 tonnes de granules par année qui sont transportées au port de Trois-Rivières, ce qui est vraiment pas beaucoup. Et on sait qu'on a le centre intermodal, car il y a les chemins de fer et le réseau routier. Ouais, c'est ça. Parfait. Donc, moi, je vais vous parler de le marché du Canada. Donc, vous avez décidé de démarrer un projet en choisissant, en mettant plusieurs idées sur table, ce que vous avez mentionné. Donc, vous avez mentionné que vous aviez un projet d'exporter la granule à l'étranger. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a commencé par faire? C'est vraiment de voir le marché de la granule, comment il se comportait. Donc, on a analysé surtout le côté canadien, donc les différentes industries qu'il y avait au Canada. Donc, au Canada, il y a beaucoup de gens qui exportent à l'étranger. À Vancouver, principalement pour la grande majorité des producteurs, mais également au Québec. En fait, au Québec, on a quand même une grande capacité de production. Nous avons un des granules LG qui peut produire jusqu'à 200 000 tonnes de granules. Et puis, Energex également, qui peut produire 120 000 tonnes également au niveau des granules. Donc, ça fait quand même 2 grands joueurs qu'on a ici, très près de Trois-Rivières. Eux, justement, ils exportent dans différents pays à l'étranger. On parle principalement de l'exportation, on parlait du Royaume-Uni, on parle également de la France, on parle aussi de l'Italie. En fait, l'Italie, de plus en plus, ils vont importer des granules. Donc, et puis certains, justement, de ces joueurs ici au Québec exportent en Italie. Donc, l'exportation canadienne, c'est 2,5 millions. Donc, oui, il y a vraiment du jeu, et puis c'est en croissance. La demande, elle est croissante en Europe. Oui, ils produisent, ils sont grands producteurs de granules également. Les chiffres nous confirment vraiment qu'ils produisent beaucoup des granules qu'ils utilisent, surtout pour leurs centrales nucléaires, justement, qu'ils ont besoin. Et puis également pour le résidentiel. Donc, le prix de consommation concurrentiel, qu'est-ce qu'on veut expliquer ici? C'est bien que le granule en tant que tel, j'imagine que j'ai ici de fin connaisseur. Donc, en fait, les granules, c'est une biomasse. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec la biomasse? C'est soit on peut faire de l'énergie pour nos centrales nucléaires, par exemple, c'est ce qu'ils font en Europe, ou on peut également faire pour du bois de chauffage dans nos maisons. Justement, le prix de l'huile est très coûteux, l'électricité, ça leur manque. Donc, oui, déjà, au Québec, au Québec, on ressent un peu moins. Présentement, ça commence à augmenter. Puis, c'est très intéressant. On pourrait encore pousser justement au Québec la pratique de chauffage au granule. Puis, il y a une possibilité de faire ça. C'est juste un peu moins connu. Puis, si on regarde également au niveau des prix, j'ai un tableau que j'avais montré tout à l'heure, c'est vraiment le prix est très avantageux.
c'est très compétitif face à l'électricité ville. Le gaz est un peu moins dispendieux pour l'instant. Puis présentement aussi c'est parfait, donc j'ai la comparaison du tarif ici. Moi, du chauffage universel, donc ici on voit vraiment, nous on a fait le tableau prix unité par jour. Donc ça c'est vraiment le tableau que je vous ai présenté. Puis là on voit un peu bien situé la granule qui est vraiment deuxième au niveau des prix. Ensuite, donc, ça c'est confidentiel. Tout à l'heure, vous parlez de la demande. Donc, le Centre québécois de valorisation des biotechnologies m'amène des chiffres pour appuyer le fait que, justement, c'est en augmentation. Donc, en 2010, il y avait 8 millions de tonnes de granules qui étaient exportées. Maintenant, en 2012, 11,4. Et puis, ils ont estimé la demande à 29 millions de tonnes. Donc, ça va vraiment aller en progressant. De plus, c'est de plus en plus populaire au niveau du résidentiel en Europe. Donc, également, il va y avoir un besoin, justement, pour eux. Et puis, justement, le besoin d'importation est de 65 %, puis ça va aller en augmentant. Peut-être ceux qui connaissent pas la biomasse, vraiment, au niveau de l'environnement, c'est très bénéfique. Donc, c'est pour ça que les entreprises vont choisir de ça pour diminuer justement la masse de carbone. Donc, c'est pour ça que les entreprises vont plus pousser vers le marché de la granule. Donc, c'est vraiment important justement de valoriser ça. Même ici au Québec, il y a la matière, comme je vous l'ai dit, peut-être à augmenter justement cette consommation. Ensuite, les risques face au marché de la granule, c'est sûr qu'on est dépendant de l'économie forestière. Donc, bien sûr, la biomasse, lorsqu'on l'utilise, on ne peut pas faire une coupe de forêt pour avoir des résidus de forêt, pour pouvoir faire nos granules. C'est interdit ici. Et puis, donc, il faut vraiment prendre ces résidus-là. C'est déjà, mettons, c'est les branches, ensuite l'écorce qui va être prise pour faire ces granules-là. Donc, au niveau de la dépendance de l'économie forestière, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, on va être dépendant de... Souvent, justement, les producteurs de granules vont s'installer à côté des usines, justement pour cette dépendance à l'économie forestière, pour faire rouler justement nos usines. Eux, ils peuvent utiliser ça pour leur propre consommation d'énergie, puis c'est très bénéfique. Ce qui est plaisant, par exemple, même s'il y a un risque à ça, de plus en plus, on innove au niveau des granules. Donc, on amène des nouvelles technologies, comme justement des machines, je ne pourrais pas y aller très en détail, mais des machines pour sécher le bois, les résidus plus rapidement, et puis transformer justement à la biomasse qu'on veut, puis à nos granules. Donc, les subventions américaines, c'est que dans les dernières années, au niveau américain, le gouvernement a subventionné l'industrie. Donc, ce qui a fait que nos prix, on a dû baisser nos prix pour pouvoir être concurrentiel avec les Américains. C'est quelque chose à ne pas négliger parce que, oui, si on décide d'exporter, il y a d'autres exportateurs partout dans le monde. Principalement, l'Europe est plus importateur, qui ne produisent pas en capacité suffisante pour fournir à toute la demande. Donc ça va être un risque, c'est vraiment à prendre en considération. C'est très important. Donc maintenant, comme l'a dit ma collègue, il y a deux sortes de granules. Donc il y a la granule domestique puis la granule industrielle. Donc la granule domestique, c'est celle qui est utilisée par les particuliers, et la granule industrielle, c'est essentiellement utilisé pour les centrales nucléaires par exemple. C'est une granule qui est moins fragile et surtout moins coûteuse, et qui aujourd'hui représente 12 millions des exportations du Canada, contrairement à la granule domestique qui représente 8 millions. Nous, ce qu'on a analysé, c'est qu'il était plus avantageux pour vous de partir sur le marché de la granule domestique. Peut-être qu'actuellement, il est plus faible, mais c'est un marché qui est vraiment en croissance et qui, dans un futur très proche, viendra à dépasser le marché de la granule industrielle. Donc, c'est vraiment la granule résidentielle que nous avons choisie, avec comme chiffre 400 000 tonnes par an. Donc pour cela, il faudrait 8 bateaux chargés à 50 000 tonnes
Et ça augmenterait le taux d'occupation, votre taux d'occupation actuel, de 40 jours au maximum. À côté de ça, pour 400 000 tonnes par an, ça amènerait un revenu de 124 000 $, même si à côté, il y a un investissement de 14 millions de $ qui n'est pas négligeable et qu'il faut penser. Cependant, si on l'amortit d'une façon linéaire sur 5 ans, ça représente 280 000 $ par an, donc ce qui peut être avantageux. Donc, on ne prévoit pas de faire d'expansion de quais, puisque ce serait un investissement qui, selon nous, pour les premières années, serait trop important. On prévoit de faire des entrepôts et de garder, en fait, la granule en fait, résidentielle, de l'emballer et de la stocker dans des conteneurs. Donc tout simplement parce que ça permettrait de les stocker dans des hangars qui, si le marché de la granule résiduelle venait à chuter, vous permettrait de réutiliser en fait ces hangars. Donc ça minimise vraiment le risque pour votre société de perdre en fait l'investissement qui a été fait la première année. Et à côté de ça, ça vous permet aussi en fait, d'engendrer des bénéfices sur les premières années si le marché augmente comme le donnent les prévisions. Et ce qui vous permettrait, dans l'avenir, à éventuellement agrandir les quais pour pouvoir en stocker plus. Il y avait un deuxième moyen, c'était les silos. Donc ça, actuellement, le port de Québec l'a fait, mais il y a eu des petits soucis puisque la population n'a pas totalement apprécié la taille des silos et l'envergure que ça prenait dans le paysage. Donc ça a nui un petit peu au port, puis c'est plus coûteux. Donc c'est un investissement qui est plus important, c'est pourquoi nous vous conseillons clairement de prendre les conteneurs afin de limiter le risque et la perte d'investissement. Les 14 millions, ça s'applique comment à l'investissement? Donc un investissement, ça va être déductible avec l'amortissement, ça va rentrer dans les impôts. Et du coup, ça va être 280 000 $ par an qui vont être déclarés. On achète quoi avec cet argent-là? On construit les hangars? Oui, c'est pour le hangar. C'est pour les hangars, les 14 millions. J'ai bien compris, vous dites qu'il y aura 8 bateaux, maximum 40 jours d'occupation des quais. J'ai bien compris, c'est quoi? En fait, on sait que l'occupation des bateaux à quai, ça varie de 2 à 5 jours. Donc, ce qu'on a calculé, c'est que pour les 8 bateaux, maximum, en fait, ça a duré 5 jours par bateau. Donc, au maximum, 5 x 8, et ça nous a donné. Les 8 bateaux, c'est parce qu'un bateau est capable de contenir 50 000 tonnes. On sait qu'on en a 400 000 dans l'année qu'on va écouler, en tout cas la première année. Donc, c'est comme ça qu'on a trouvé qu'il nous fallait 8 bateaux. Parler de 5 ans, 280 000 $ à peine, c'est ce que je vous comprends, mais 14 millions pour 5 ans. Donc, vous l'amortissez sur 5 ans. Oui, c'est une solution qu'on vous propose. Après, c'est sûr qu'il y en a d'autres. C'était pour rentabiliser plus rapidement. 2,8 millions. 280 000. Oui. Si je dis 14 millions par 5 ans, c'est bien ça qui devrait être calculé. Oui. C'est 14 millions en 5 ans. Donc, ça devrait être 2,5, 2,8 millions. OK. Donc ensuite, donc on voit que vous avez de très bonnes connexions intermodales puisque le port de Trois-Rivières comprend le réseau ferroviaire et le réseau routier. Donc ça permettrait tout simplement de pouvoir accéder aux usines de la région qui produisent les granules et de les amener jusqu'au port et puis tout simplement de les faire partir en bateau directement. Donc c'est clairement un avantage pour vous. Donc comme on l'a vu, c'était ce qu'on vous conseille
fortement de faire, ce sont les granules résidentiels. Donc ce que vous souhaitiez, c'est que ça respecte un certain nombre de conditions. Donc avec les granules résidentiels, on respecte le projet que vous avez déjà, qui est CAP sur 2020, puisqu'on réalise les 2 dernières étapes, qui sont l'entreposage, la capacité d'entreposage et la manutention. Ensuite, ça a des retombées régionales pour vous, puisque construire le hangar, ça va créer de l'emploi dans la région, ça va augmenter le travail pour le port d'avoir 400 000 tonnes de granules à gérer. De plus, s'il faut aller chercher dans les usines, ça va faire travailler les usines de la région, le réseau ferroviaire ou le réseau routier en fonction. Donc c'est vraiment bénéfique, ça va faire être porteur pour l'économie de la région. Ensuite, bien sûr, ça permet donc l'exportation à l'international, puisque il serait important d'aller vers l'Europe, qui représente quand même 70% du marché actuellement. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau des emplois, là, on a vu des répercussions justement on pouvait jusqu'à doubler les emplois justement au niveau des granules, donc ça travailler beaucoup la main-d'œuvre. La capacité de production que je vous parlais tout à l'heure de nos industries ici, oui, au Québec, on a un certain nombre de producteurs, mais il y a également partout au Canada, ils pourraient justement en profiter, ça va être très profitable pour eux également. Ensuite, c'est sûr qu'au niveau des projets, on a de la concurrence d'autres ports également, comme le port d'Halifax et le port de Québec également, qui va se lancer en 2014. On sait qu'ils ont déjà travaillé sur le projet, qui ont déjà un contrat justement signé. Et puis, on parlait justement, quand on regardait l'actualité, on parlait beaucoup aussi qu'il y avait certaines industries comme Energex qui n'avaient même pas été mis au courant nécessairement des projets. Donc, il y a encore possibilité d'aller chercher des producteurs justement pour maximiser puis avoir le plus de bénéfices pour eux justement. Il y a des gens peut-être qui ont été oubliés dans le projet du port de Québec, puis ici, bien, on a justement, ici on peut lancer ça et dire nous, on spécifie vraiment là, comme dans le granule résidentiel. Justement, lorsqu'on parle avec des gens, des producteurs de granules, bien, on sait que eux, le résidentiel, c'est fort en demande ici au Québec, mais ça l'est également en Europe. Donc pourquoi pas, lorsqu'on sait qu'ils ont des granules de qualité, les exporter à l'étranger. Il y a une demande de ça. Et puis eux, justement, ils ont différents... Peut-être que leur installation peut être désuète aussi avec les années. On sait qu'il faut toujours se rendre. Excusez. Pouvez-vous préciser, ça fait 2 fois que vous parlez de la demande justement des résidentiels versus ce qui est industriel. Vous dites qu'il y a une forte demande. Est-ce que vous vous basez uniquement sur les exportations pour affirmer ça, ou il y a d'autres faits que vous avez pris en considération? C'est sûr qu'au niveau de l'exportation, oui, c'est sûr que je me base sur la demande, mais aussi sur des données de l'entreprise, de certaines entreprises ici au Québec qui me précisent vraiment que le résidentiel, c'est très bien, même si en vrac, c'est vraiment ce qui est plus exporté. Si on se spécifie dans le résidentiel, en sachant qu'il y a une demande en Europe, ça peut être très bénéfique, au lieu d'y aller dans peut-être le vrac où on a une grande concurrence des États-Unis et puis également de Vancouver avec des grosses industries qui peuvent produire. Ici au Québec, on est grand producteur, mais moins que nos concurrents à Vancouver, par exemple. Puis nous, justement, lorsqu'on regardait les réseaux ferroviaires, on voulait vraiment se concentrer sur un réseau ferroviaire qui venait du secteur du Québec. Puis c'est pour ça vraiment qu'on considère ça. Mais ce qu'on sait, c'est que les poêles à granules en France sont à 95% de leur capacité comparativement à nous à 80%. Donc là-bas, ça fonctionne vraiment beaucoup. Puis ils prévoient 29 millions de tonnes en 2020. Puis là, présentement, il y en a 11 millions. Ils demandent 11 millions, puis ils en prévoient 29 millions en 2020. Donc c'est vraiment en forte croissance. Et pour la croissance aussi, on s'est basé sur les chiffres, les prévisions, mais aussi sur les facteurs externes que sont l'augmentation du prix du gaz, du fuel, donc qui vont pousser à terme les ménages à s'équiper de chauffage qui permettent d'utiliser les granules. Et donc là, ça va vraiment, c'est le début du marché des granules et la forte croissance n'est pas encore passée. Donc ensuite, au niveau des... pourquoi est-ce qu'on n'a pas opté aussi pour le vrac? Parce qu'on sait vraiment, comme je vous
vous ai dit, oui, c'est vraiment, ça pourrait être très bénéfique également. On a aussi la sécurité de la population. On veut quand même aussi que la population soit une sécurité certaine. On a su comprendre que vraiment la population est inquiète aussi par rapport à différents accidents qui est arrivé dans le passé au niveau des silos en vrac. C'est encore sorti dans l'actualité lorsqu'ils ont parlé justement du problème du port de Québec. C'est pour ça que nous, on a vraiment opté pour quelque chose de plus équilibré comme des contenants. Donc, c'est pour ça que vraiment on y allait pour ça, pour la sécurité également. Puis, c'est bénéfique pour l'environnement. Puis, ça aussi, c'est important. On sait que c'est dans vos valeurs, dans votre mission. Donc, c'était vraiment important pour nous de pencher ce type de solution. Donc, et ensuite, donc, notre programme devait respecter votre capacité financière. Donc, nous avons gardé, je pense, un investissement très intéressant pour vous, qui ne sera pas perdu, même si le marché, bien que j'en doute, soit stable ou décroissant. Ça vous permettra de le réutiliser pour les produits que vous avez déjà, pour les marchandises que vous stockez déjà. Donc, c'est clairement un avantage de cette solution. Donc, on voulait vous remercier pour ce que vous nous avez donné. On espère vraiment vous avoir éclairé du mieux possible. Donc, merci beaucoup de votre écoute. La période de questions. Oui. Je vais lever la glace. Ben, moi, c'est moi qui commence. C'est la personnelle. Vous avez dit l'enfant sur le conteneur. Vous dites, pourquoi le conteneur? Pourquoi vous regardez, pourquoi vous voulez le faire? Je comprends les raisons que vous évoquez, mais j'essaie de, par rapport au marché, par rapport au fait qu'on le faire à Québec en vrac, par exemple, ailleurs on semble pouvoir le faire en vrac. Pourquoi ici on le fait en vrac? Vous réussir à atteindre le marché. C'est pas Ben justement, on s'appuie de l'expérience que les autres ports ont eue, qui n'a pas forcément été bénéfique, donc, comme on a pu le voir à Québec. En plus, c'est des avantages logistiques pour vous, puisque les conteneurs, ça rentre déjà dans les hangars, les normes. C'était clairement pour limiter l'investissement et le risque de ce programme. OK. J'imagine que vous étiez conscient qu'à Trois-Rivières, on n'a pas de transport conteneur. Il n'y a pas de conteneur qui se fait. En fait, sur le Saint-Laurent, il y a seulement de Montréal qui sont pas conteneurs. Donc, c'est impliqué de développer ce marché-là, mais on ne s'étendra pas plus longuement. Maintenant, les entreprises que vous avez lancées comme utilisatrices pour l'exportation de l'organule, donc utilisatrices du terminal des Trois-Rivières, vous dites qu'il faut pouvoir les rejoindre par chemin de fer. Vous en parlez. Est-ce que vous avez pu identifier des entreprises directement, les localiser, puis voir qu'elles sont accessibles par chemin de fer? Oui, il y en a une qui est au Saguenay, donc ça se rend, puis l'autre est au lac Mégantic. On a quand même fait attention pour ça. Comme je dis, c'est sûr qu'on aurait pu garder pour d'autres producteurs également. Ensuite, on est resté vraiment au Québec parce qu'on y allait dans le résidentiel et qu'on savait qu'on avait des producteurs de résidentiel. Mais c'est sûr qu'il y aurait matière à peut-être développer certaines choses. Il y aura peut-être même des concurrents qui voudront s'aider. On a gardé les gros producteurs, on n'a pas gardé les petits producteurs. Peut-être qu'il y aurait d'autres places, peut-être même à Trois-Rivières, on ne s'est pas étendu jusqu'à là. Mais peut-être, on sait que vous avez quand même du potentiel aussi, peut-être que vous pouvez penser. Mais sinon, c'est sûr qu'on a regardé vraiment les choses. C'est surtout pour un lancement, d'aller au plus près pour éviter tout ce qui est investissement en cas d'échec, de perte. Donc là, en allant au plus près, vous, ça vous permet clairement, même aux industries, d'être au plus près et en cas de besoin de s'ajuster vraiment quasiment en flux tendu, puisque c'est vraiment à proximité, ce qu'une entreprise dans une autre région du Canada ne vous permettrait pas. On sait qu'au niveau de la logistique aussi, à Trois-Rivières, vous êtes quand même très fort. Là. Je veux dire, vous connaissez, vous avez l'expérience du papier que vous avez exporté également. Donc,
pense vraiment que vos connaissances aussi, votre expertise va jouer justement avec ce nouveau projet. On connaît le potentiel et puis on sait que ça pourrait être bien. Vous avez beaucoup d'expérience. D'autres questions? Ça va? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Bonne journée à vous.